Ciao ragazzi, bienvenue à tous dans un nouveau numéro du podcast de la Beneamata. Asseyez-vous confortablement parce que c'est pas tous les jours qu'on est au deuxième meilleur endroit du monde après Giuseppe Meazza. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du Focus. Un plaisir encore de vous retrouver pour ces podcasts hebdomadaires qui voilà, sont toujours un plaisir à tourner avec régularité. Vous avez l'habitude de votre podcast le samedi matin qui arrive, ou peut-être des fois un petit peu plus tôt. Aujourd'hui, on est en comité un petit peu plus réduit, puisque du coup, il y aura moi qui fera des interventions du coup pour parler des sujets d'aujourd'hui. Et il y a évidemment le traditionnel, le obligé qu'il soit toujours là, c'est bien évidemment Fédé. Comment ça va, Fédé? Salut Karim, salut à tous. En ce début novembre, on va attaquer un nouveau mode d'Inter et on va parler un peu du focus. On va parler du focus. On n'est que deux aujourd'hui. N'oubliez pas, les gars, de vous abonner à la chaîne YouTube, la chaîne Spotify. Je le répète à chaque podcast, mais c'est très important pour que vous soyez tenus au courant dès que le podcast sort, parce que des fois, il y a un peu de délai, le temps que je fasse le tweet d'annonce sur Twitter et autres. Peut-être que vous le voyez pas où. Donc, la meilleure chose, c'est de vous abonner sur la chaîne YouTube, la chaîne Spotify, de mettre les 5 étoiles sur Spotify pour référencer au mieux le podcast, et sur YouTube, de mettre des pouces bleus et des commentaires pour continuer le débat. Toujours un plaisir d'échanger en commentaire avec vous. Fédé, par rapport du coup à ce premier, par rapport à cette victoire qui continue du coup sur la dynamique, victoire par la plus courte des marges. On a vu quand même une meilleure qualité de jeu sur ce match qu'on avait l'habitude un peu sur les derniers matchs. On avait connu Benfica, la deuxième mi-temps contre Benfica, où l'Inter était meilleur dans le jeu, mais après il y avait, on va dire, quelques mi-temps, quelques matchs, on va dire un petit peu plus ternes, si je puis dire, dans le jeu, toujours avec les résultats qui ont suivi. Mais là, Fédé, on est remonté un peu. Là, la qualité de jeu qu'on connaît de l'Inter, on l'a revu durant ce match contre la Roma. C'est surtout qu'on avait l'équipe type. Et je pense que les matchs où on a une qualité de jeu un peu moindre, c'est les matchs où Inzaghi fait un petit peu de turnover. Et là, on l'a vu avec, on a l'équipe, pour moi, on avait l'équipe type. Et je pense que les automatismes, ils sont installés. Et selon mon avis, quand on aura l'équipe type, la qualité de jeu sera beaucoup mieux que dès qu'il y a un ou deux changements. J'ai l'impression que quand il met son 11 type, les automatismes, ils sont. On va dire que c'est automatique, quoi. Les joueurs, ils se trouvent tellement facilement. Et encore, je pense qu'on pourrait avoir une meilleure qualité de jeu quand Barella va retrouver son. On va pas taper dessus, mais son vrai niveau. Parce que je le trouve un peu en deçà en ce début de saison. Il y a peut-être l'histoire où il aurait été cité dans les paris. Peut-être physiquement, il pêche un petit peu, mais je pense que dès qu'on retrouvera Barella à son vrai niveau, la qualité de jeu, elle va encore s'améliorer. Ouais, je suis d'accord, quand le 11 type est présent, on sent quand même que les performances sont meilleures. Après, on va en arriver rapidement, Fédé, c'est notamment grâce au buteur de ce match, Marcus Thuram. On sent qu'il y a un peu une équipe avec et sans Marcus Thuram. On sent évidemment que d'autres joueurs sont importants. Çalhanoğlu, on a vu son absence contre la Real Sociedad, on l'a payé. Mkhitaryan, on connaît son importance aussi, on l'a payé. Lautaro, bien évidemment, on connaît. Mais on sent que Marcus Thuram, l'équipe est plus fluide, meilleure, on va dire plus dynamique aussi avec Marcus Thuram, Fédé. Et mine de rien, voilà, encore un but décisif, mine de rien, pour Marcus Thuram. Encore qui nous ramène 3 points supplémentaires dans la besace. Ouais, c'est surtout que c'est le seul but du match, quoi. Donc, il est super important son but. Après, Thuram, moi au début, je le voyais pas comme un neuf, comme il est, un vrai neuf, comme il est là en ce moment. Et ça, je pense que il y en a beaucoup qui ont été surpris. On ne le voyait pas vraiment occuper ce rôle de neuf avec. Bon, Lautaro marque plus que lui, mais quand on voit le nombre de passes décisives qu'il a, son, il est efficace. S'il n'est pas efficace en marquant, il est efficace en faisant une passe décisive. Donc, là, sur ce match-là, c'est lui qui nous fait gagner. Donc, ah ouais, non, Thuram, il a vraiment pris une autre dimension en ce début de saison. Et d'ailleurs, par rapport à ça, à la dimension qui prend, au-delà des statistiques, j'en parlais, on l'a vu sur le match face à la Roma, on a l'impression évidemment, et c'est ce qu'on disait, je me souviens
des podcasts, enfin des Space Benamato ou des podcasts qu'on faisait après Monza, après Cagliari, Fede, où on disait bon Thuram, déjà c'était très bon ce qu'il nous montrait, on attendait juste le but qui arrivait contre la Fiorentina, mais on disait voilà c'est qu'une question de temps, on le disait déjà en préparation, c'est qu'une question de temps et d'automatisme, et ben justement ce qu'on disait mine de rien, Fede en juillet et en août, bah, ça commence à se vérifier sur ce début novembre parce qu'on sent que les appels de balles sont meilleurs, tu vois, c'est un peu cette gestion parce que quelques minutes avant, il y a un peu la même action avec le centre Di Marco, mais Ndika le bloque, Ndika ou Diego Llorente le bloque bien, donc il peut pas attaquer le ballon. Là, il arrive, il sait que Di Marco va la remettre dans la bonne zone, il sait dans quelle zone va la mettre Di Marco, donc il devance Ndika, il passe juste à sa gauche et ensuite il peut ajuster Rui Patricio comme on l'a vu. Donc on sent aussi qu'avec les automatismes et la connaissance notamment de ces deux pistons, Fede, on sent que voilà, on a un Marcus Thuram encore plus épanoui, encore plus important, encore plus décisif pour l'Inter. Et mine de rien, c'est quelque chose si c'est quand même aussi bien développé en novembre, bah, qu'est-ce que sera en janvier, qu'est-ce que ça sera en janvier, en février, en avril? Ah, j'allais dire la même chose. Et moi, je trouve aussi que Thuram, il a bonifié certains de ses coéquipiers. Bon, Lautaro, ça se voit pas trop, mais je trouve Lautaro plus fort avec Thuram. Et le joueur qui est bonifié par Thuram, c'est Denzel Dumfries. Denzel, avec Thuram, on a l'impression on a recruté un autre piston droit. Qu'est-ce qu'on a pu. Moi, le premier, on l'a critiqué parce que, voilà, techniquement, c'était. Mais j'ai l'impression qu'avec Thuram, il a trouvé l'attaquant avec qui s'entendre. De toute façon, on voit entre les deux, il y a une complicité. Donc, je pense qu'en dehors du terrain, ils doivent également super bien s'entendre. Mais Thuram, il bonifie aussi les joueurs autour de lui. Et déjà, ça permet à Lautaro qu'on ait moins une Lautaro dépendance. Parce qu'il y a le poids vraiment de l'attaque, il repose vraiment sur les deux maintenant. Alors que la saison dernière, c'était Lautaro plus celui-là qui jouait avec lui. Alors que je pense Et que du coup, est-ce cette qu'on n'a pas année, une Thuram dépendance du coup, Fede? ben, on a plus une Lautaro Thuram dépendance. On est dépendant du duo d'attaque. Mais je pense que, ouais, non, si admettons on met Sanchez à la place de Lautaro, on verra peut-être moins la différence. Et non, son jeu, il est assez collectif, donc il bonifie même les milieux de terrain, finalement, il profite des appels de Thuram, tout ça. En fait, tout le monde est bonifié par le jeu de Thuram. Alors, je pense que on aurait fait, alors maintenant je le dis clairement, on aurait fait une erreur de signer Lukaku. Parce que ça aurait, je pense, bridé Thuram sur le banc. Parce que Lukaku serait parti avec un statut de titulaire que Thuram. Et là, il nous a démontré que finalement, on a eu raison de lui faire confiance. Que ce soit même les pistons remplaçants, que ce soit à gauche Di Marco ou Carlos Augusto, ils arrivent à jouer avec Thuram. Carlos Augusto, il y a même sa frappe sur la barre, quoi. Après, peut-être qu'il n'est pas encore assez tueur pour certains. Vu le nombre de passes décisives, je préfère qu'il reste comme ça, qu'il continue à son rythme. De toute façon, je pense que ça va encore s'améliorer. Le jeu va encore se développer, il va connaître de mieux en mieux. Parce que là, ça fait que 3 mois qu'il joue avec nous. Je pense que milieu de saison, on reparlera de Thuram. Il sera. Donc non, Thuram, c'est vraiment la bonne surprise du recrutement. Et sur la qualité de jeu un peu qui a été fait du coup hier, t'en as pensé quoi? Enfin, du match contre la Roma plutôt. Le score, il reflète pas la physionomie du match. Il y a les deux barres. Au bout de, je sais plus, de 15 ou 20 minutes, tu peux déjà avoir, je vais pas dire tuer le match, mais avoir pris un avantage décisif. Donc là, on y a un petit peu, on a eu, je vais dire, un petit manque de réussite contre la Roma, vu le nombre d'occasions. Après, c'est surtout qu'on a une Roma qui était venue pour pas perdre. Donc, et ça nous posait, ces équipes qui venaient l'année dernière à Meazza pour pas perdre, ça nous posait problème. On n'arrivait pas à marquer. Et souvent, le but à la 80e, c'est pas nous qui le marquions, c'était nous qui le prenions. Et cette année, la physionomie des matchs, elle a changé. Moi, en regardant le match, je les ai jamais sentis inquiets. Mais ouais, la qualité de jeu,
Bah, il y avait déjà une bonne qualité de jeu l'année dernière, mais je pense que Thuram, c'est peut-être le joueur le mieux adapté au système d'Inzaghi en attaque. Par rapport à Lukaku et Dzeko qu'on avait l'année dernière, je pense que Thuram, c'est peut-être le profil qui va le mieux avec Lautaro et le mieux avec, pour le jeu d'Inzaghi. Donc, moi, je pense qu'en qualité de jeu, on va encore avoir mieux. Je pense qu'on n'a pas vu le meilleur de l'Inter encore. En termes de qualité de jeu ou de finition, tu veux dire? Non, je parle en qualité de jeu. En qualité de jeu, je pense qu'on en aura. Ça va encore s'améliorer parce que on a quand même Thuram, c'est quand même un joueur qui vient d'arriver. Donc, je pense que même lui, ça va. Il y a les quelques erreurs qu'il fait encore, il va les gommer. Lautaro et Thuram, ça fait 3 mois qu'ils jouent ensemble. Quand il y aura 4, 5, 6, 7 mois, je pense qu'il y aura d'autres automatismes qui vont venir et il y aura moins de. Non, on est sur niveau qualité de jeu, je pense qu'on va quand même, on va encore avoir de l'amélioration. Je pense qu'on n'est pas arrivé à notre maximum. Niveau finition, les barres transversales, bon, c'est tout, ça fait partie du jeu. Mais je pense que même niveau finition, ça va s'améliorer aussi. Moi, je vois l'Inter même progresser encore niveau qualité de jeu, niveau finition. Après, il est pas Thuram, il est parfait pour le système d'Inzaghi. C'est ça qui est. Moi, je le répète, je le voyais pas comme un neuf comme ça, en fait. Je l'avais vu jouer plusieurs fois en Allemagne. C'était plus un gars qui jouait sur un côté. Et là, moi, il me surprend. Et il nous surprend au fil des matchs. Et là, Thuram est en train d'avoir sa petite. Il est en train de prendre ouais, sa qualité d'être buteur assez régulièrement. Donc, on peut compter sur Lautaro qui marque beaucoup, mais on va pouvoir aussi compter sur Thuram qui commence à beaucoup marquer aussi. Pour revenir du coup aussi sur le match contre la Roma, défensivement, mine de rien, tu concèdes. Bon, la Roma déjà c'était pas ouf offensivement, mais mine de rien, tu concèdes qu'une seule occasion et t'arrives à garder quand même ta cage, à garder ton clean sheet. À part la- tu C'était pas parles de commun, la ça à l'Inter. Hein. Tu parles de la tête de Cristante. Moi, à part la tête de Cristante, Ouais, c'est ça, la seule occasion. Mais avant, on prenait. Le problème, c'est qu'avant, rappelle-toi, on ah prenait ouais, but sur cette seule occasion. ah ouais, c'est sûr. Bah déjà, si c'était Andanovic, malgré tout ce qu'il a fait chez nous, tout ça, les dernières années d'Andanovic, c'est sûr qu'on le prenait. Et on l'a vu l'année dernière. La Roma, elle n'a pas non plus 1000 occasions contre nous. Et au final, c'est eux qui repartent en gagnant demain. Donc, ouais, on concède beaucoup moins d'occasions. Le peu d'occasions qu'on a concédées finalement, bah, le gardien, il a fait son taf. Un clean sheet. Et non, non, moi, je nous trouve un niveau au-dessus de l'année dernière. Mais je pense que, ouais, niveau défensif, il y a une solidité. Et Pavard, moi, je trouve Pavard plus adapté au système d'Inzaghi que Skriniar l'était. Ça a peut-être joué, je pense que ça joue aussi. Je pense que la défense cette année, Bastoni, Acerbi, Pavard, c'est plus fort que celle qu'on avait l'année dernière. Skriniar, l'année dernière, on était parti avec deux Bastoni, De Vrij et Skriniar. Donc déjà, niveau qualité, on est déjà au-dessus et je pense que la défense de cette année, elle est plus adaptée au 3-5-2 d'Inzaghi que celle de l'année dernière. Sur les sifflets, sur la concentration qu'a eu l'équipe, mine de rien, le fait qu'Inzaghi a toujours voulu se focus sur le match, qu'il n'a pas de rancune lui avec Lukaku, il l'a dit en après-match, je voulais qu'il revienne, il n'est pas revenu, on est passé à autre chose. Enfin, voilà, l'Inter et Inzaghi ont été très pragmatiques. Fédé, voilà un petit mot sur tout cet extra sportif qui a enrobé ce match. Ben, c'est la Serie A. C'est ça le truc de l'extra sportif, c'est que la Serie A, ça reste un championnat à part à ce niveau en Europe. Peut-être qu'en France, on n'a pas ce sentiment. Pour les supporters, Lukaku, c'est un traître. C'est ce qu'il a fait, ils l'ont pas accepté. Par rapport à son départ, son retour, ce qu'il a fait avant la finale de Ligue des Champions. Et là, j'ai vu, il y a des publications de tweetos milanais. Les Milanais préparent la même chose pour Donnarumma, l'histoire des sifflets. Donc ça, c'est vraiment un truc de l'Italie. Après, bon, les sifflets, ils étaient. Alors, les Courvaneurs, ils avaient acheté les sifflets pour les distribuer. Il y a eu une plainte je crois que c'est du parquet de Rome. Donc, du coup, c'était interdit, mais ils les ont quand même distribués au risque tu pouvais prendre une amende si tu utilisais le sifflet. Donc, il y en a beaucoup, ils ont sifflé à l'ancienne avec les doigts. Mais c'est le folklore de la Serie A, tout ça, en fait.
les sifflets, tout ça. Après, j'ai parlé avec des membres de mon interclub qui étaient au match et qui étaient au Barreto, justement. Et il y a des capots de la Cour qui n'ont pas apprécié tout ce qui est. Ils voulaient pas qu'il y ait de choses par rapport au racisme. Ça, je pense que l'histoire des bananes s'est très mal passée pour certains de la Cour Nord. Après, le truc, ça se passe dans tous les stades. Moi, je l'ai vu, j'habite pas loin de Lens, donc il y a des problèmes d'alcool, il y a des problèmes avec les femmes, tout ça. Mais j'ai l'impression que comme c'est tous des copains, ils vont pas taper sur leurs copains. Parce qu'ils vont tous au match ensemble et je sais pas, j'ai l'impression que le monde ultra, il veut pas régler ces problèmes. C'est comme ils se connaissent tous, j'ai l'impression de dire, ils veulent pas se balancer, mais le truc qui s'est passé l'année dernière à Turin avec Lukaku, justement, il y a que deux gars qui au final, qui ont été retrouvés, alors que bon, les Juventini nous disent que c'est le stade le plus moderne d'Italie, il y a des caméras partout. Quand tu veux pas trouver les responsables, ben, tu les trouves pas. Et je pense que des trucs comme ça, on en aura tout le temps. Un coup c'est la Juve, un coup c'est l'Inter, un coup ce sera la Lazio, un coup ce sera Hellas, un coup. J'ai l'impression que le truc, ils veulent pas le régler. Et après, ouais, j'avais entendu ce que vous disiez sur Team Serie A, mais je pense que les COP dans tous les clubs, dans tous les pays, ils ont tellement de pouvoir que les directions de clubs, ils ont peur de se les mettre à dos. Et ça a toujours été. J'ai l'impression que les ultras font peur aux directions des clubs. Donc, du coup, ils laissent faire. Là, on a pris une amende, je crois, pour 5 000, une amende de 5 000 euros. Et la Roma aussi, ils ont pris une amende, mais je ne sais plus pourquoi. Donc, c'est un problème. Je me demande si un jour, il sera vraiment réglé. Et est-ce qu'ils veulent le régler? Parce que, bon, bah voilà, c'est une amende, et puis, bah voilà, on passe au prochain. Parce que de toute façon, je pense que cette saison, ce sera dans un autre stade où on aura une histoire du même genre. Et c'est la culture des ultras, ils sont dans leur monde en fait. C'est un autre monde. C'est un monde que même moi qui le connais un peu, j'arrive des fois pas à tout comprendre. Et c'est ça qui est. Après l'Italie, c'est vraiment marqué c'est le berceau de la culture ultra, donc tu peux pas. De toute façon, déjà en Italie, il y en a beaucoup qui ça les choque même pas en fait, l'histoire de banane ou pour eux c'est de la provocation. Il y a des mecs que je me demande même s'ils vont au stade, ils pensent même pas à faire du racisme, ils pensent juste à déstabiliser l'adversaire. Mais c'est ça qui est incroyable, c'est que ils voient pas la barrière entre ce qui est acceptable et ce qui ne l'est plus. Et je pense que les avis doivent vraiment être partagés de tous les côtés. Il y en a qui doivent trouver ça super con, il y en a, bon, pour eux, c'est pas grave. Et c'est ça qui est. Moi, il y a des trucs que j'arrive même plus à suivre. Tellement c'est. Après, nous, on voit ça de notre œil de. On réside tous en France, généralement. Après, les francophones, on habite dans des pays francophones, donc en Belgique, en France, tout ça. Et je pense comme on n'habite pas là-bas, il y a certains codes, certains comportements qu'on peut pas comprendre. Moi, je vois pas comment. De toute façon, les clubs, ils auraient voulu sévir au niveau de ça. Ça ferait des années qu'ils le feraient. Mais j'ai l'impression que ça fait partie du show, du spectacle. Donc, ils laissent faire. Après, je dis pas que c'est bien, mais j'ai pas l'impression que les clubs, et je prends tous les clubs d'Italie, hein, ils aient vraiment envie que les choses changent. Je l'ai toujours dit quand on avait appris la news du sifflet, j'ai fait. Moi, Ah bah voilà, là, après. Non, Milan va faire la même chose pour Donnarumma, donc moi, je trouve juste, Fédé, que les sifflets, c'est de l'énergie gaspillée. Après, t'as le droit, là, c'est légal, c'est pas immoral, machin et tout. Enfin, voilà, c'est pas comme voilà, ce qui s'est passé avec les bananes pour Lukaku. Moi, je trouve juste, personnellement, que c'est de l'énergie gaspillée au lieu de, voilà, de mettre ton énergie à supporter ton équipe et à faire de beaux tifos et voilà, à agiter les tifos pendant le match ou voilà, supporter l'équipe ou faire des chants pour les joueurs. Bah, moi, je trouve que mettre ton énergie dès le début du match pour des sifflets pour l'adversaire, un joueur, machin, je trouve juste que c'est de l'énergie gaspillée. Après, chacun fait ce qu'il veut de son énergie, de son temps, de son truc. Donc après, moi, je suis pas là pour juger. Moi, c'est juste un avis perso par rapport à ça. Fédé, on va passer du coup au deuxième sujet, ce focus sur du coup aussi le 3-5-2 avec Inzaghi. Bah écoute, je te lance direct par rapport à ça.
Ce 3-5-2 d'Inzaghi, on l'avait qualifié un peu de stérile offensivement, voilà, où on avait du mal à trouver le chemin des filets. 3-0 contre le Torino, 4-0 contre la Fio, 5-1 dans le derby. Voilà, il y a eu pas mal quand même de gros scores. Est-ce que c'est une idée dépassée pour toi? Pour un système stérile, ça fait quand même pas mal de gros scores. Je pense, après le 3-5-2, ça reste quand même. C'est le système, c'est le système à Inzaghi. De toute façon, il a toujours quasiment joué qu'en 3-5-2. Après, il est stérile, ok, mais quand on appuie sur l'accélérateur, genre Salerne, on galère pendant 1 heure. Dès qu'il y a les changements et dès que nous, on décide d'appuyer, au final, on marque. Donc, je pense que moi, je ne le trouve pas stérile, son système. C'est surtout l'adversaire qu'on a en face. Alors après, si on marque 2 fois, à part contre Bologne, où on n'a pas la victoire, mais généralement, quand on marque vite, le match, on l'a en main, c'est fini. On a la main sur le match. Il y a vraiment que le match à Bologne où on mène 2-0 et encore, on les remet dans le jeu nous-mêmes. Mais moi, je ne le trouve pas stérile, son 3-5-2, parce qu'on se procure quand même pas mal d'occasions. Après, il faudrait peut-être être un peu plus tueur. Mais là, je pense que Lautaro et Thuram, je pense qu'on se fera moins peur dans les mois qui arrivent qu'on a pu avoir peur en début de saison. Après, moi, il y a pas, même le derby, moi, j'ai pas eu peur, quoi. Je savais très bien, hein. Il y a tous les matchs, on a marqué cette saison. Ça dépend aussi de l'adversaire qu'on a en face. Si on a des équipes comme la Roma qui viennent pour pas perdre, si on marque pas tout de suite, nous, on a l'impression que c'est stérile, mais il y a quand même, avant le but de Thuram, il y a quand même facile Dans le 2-3. match, il y a 3 grosses occasions. Il y a la barre de Çalhanoğlu, il y a l'occasion de Thuram, et une autre occasion un peu aussi de Thuram. Donc au mineur, on a 3 grosses occasions. Après, il y a beaucoup de situations mal gérées, mais il y a quand même 3 grosses occasions. Donc je pense que il y a encore peut-être un petit réglage offensif, mais ça, je pense que ça vient de l'arrivée de Thuram qui est pas encore adapté qui est pas encore adapté, qui est pas encore. Mais je pense que là, c'est ça, je pense que ça dépend aussi beaucoup des adversaires. Si on a des adversaires qui viennent et qui mettent le bus derrière, si on marque pas vite, on a l'impression qu'on marque pas, alors que les occasions, on les a. Donc non, moi je le trouve pas stérile son 3-5-2. Après, on a les occasions, on montre de l'envie. Donc non, après, je pense que ce qui nous manque encore un petit peu, c'est un peu de rotation au niveau de l'attaque. Vu que Sanchez, ça a été dur à se mettre dans le bain, et Arnautovic depuis sa blessure. Parce qu'Arnautovic, on l'a perdu au premier match de Ligue des Champions. Donc je pense que des fois, peut-être les attaquants, Après, est-ce que Fede aussi, mine de rien, c'était beaucoup une critique, même on était la pire équipe d'Italie par rapport à ça. La Roma a Dybala, l'Atalanta a Lookman, la on n'a Juve pas a de jeu. Chiesa. Je prends que les équipes en 3-5-2, 3-4-3. On était l'année dernière la pire équipe en termes de dribble tenté. Je crois que celui qui en avait tenté le plus, je crois que c'était Barella. Barella, quand je te demande 3 qualités de Barella, 3 aspects forts, je pense que le dribble, il n'est pas dans les 3 premiers. Là, mine de rien, Thuram en apporte un peu plus, mine de rien, même si lui, c'est souvent des dribbles sur le côté, c'est pas des dribbles dans les petits espaces comme peut faire un Lookman ou d'autres joueurs. Mais on n'a pas ce joueur-là, nous, et voilà, est-ce dans que notre encore effectif. du coup c'est encore un manque. Sanchez, c'est pas vraiment des dribbles qu'il apporte, c'est plus voilà des appuis, enfin voilà, c'est plus du jeu de remise et tout. Alors il peut être pas mal en dribble, mais voilà, est-ce que c'est encore un profil qui nous manque, ce Dybala, ce Lookman, ce Chiesa? Je pense que Dybala, si l'année dernière on le prend à la place de Lukaku, on l'a ce joueur-là. Dybala, on l'aurait encore cette saison. Et non, après peut-être que le 3-5 de d'Inzaghi, il n'y a peut-être pas besoin de joueurs qui dribblent comme ça. C'est souvent Ouais, il les l'avait eu à joueurs la que. Lazio avec Correa. Bon après il a connu que la Lazio du coup, mais j'allais dire avec Correa, il l'avait eu même Joao Pedro, je crois, dans les premières années
Pas João Pedro classique. Non, c'est pas João Pedro, c'est un autre Brésilien, j'ai oublié son nom, pas Felipe Anderson, mais c'est un autre Brésilien qui l'avait, j'ai oublié son nom, je sais plus si c'est João Pedro. Et voilà, il avait aussi cette capacité dans les premières années d'Inzaghi, quand il reprend post-Bielsa, il y avait aussi cette idée de dribbleur, donc mine de rien, il a toujours eu dans cette équipe son joueur un peu dribbleur, et pourtant il jouait dans une équipe plus basse, entre guillemets. Voilà. Et puis il avait aussi Luis Alberto qui techniquement est capable aussi de te sortir de situation grâce au dribble. Mais je pense que son système en 3-5-2, je pense que le joueur dribbleur à la Dybala, tout ça, on peut faire sans. Elle nous l'a prouvé. Parce que sans avoir un joueur qui a des grosses stats en dribble, on arrive toujours à marquer, on a toujours des occasions. Donc je pense que son système de jeu, on peut se passer d'un joueur qui dribble. Un Dybala, Dybala, moi je le verrais plus comme dans les matchs où c'est vraiment bloqué sur un éclair de génie, il peut te sortir une frappe. Mais vu la qualité de jeu qu'on a, je pense pas que c'est vraiment. On peut faire sans. On l'aurait, Mais c'est ce encore serait mieux une avec. carte en plus. Ouais, on l'aurait, ouais, ce serait toujours mieux d'avoir toujours des cartes, des solutions en plus. Mais je pense que vu son système, vu son jeu, vu ce qu'il demande aux joueurs, je pense qu'on peut s'en passer. C'est, il y a quand même on a quand même une sacrée maîtrise au niveau du. Moi, cette année, il n'y a pas de match où vraiment j'ai eu peur. Bon, Sassuolo et Bologne, en fait, c'est des points qu'on perd tout seul. C'est nous qui n'avons pas été. Je pense qu'on n'a pas été assez impliqués dans les Mais matchs-là. est-ce que le 3-5 de Inzaghi aussi, et ça par contre, c'est quelque chose qui. Alors non, on ne dit pas qu'il y a des systèmes de flemmards, mais les systèmes à 3 derrière avec des pistons, on sait que c'est les systèmes les plus énergivores parce que les milieux de terrain doivent souvent compenser un peu les côtés parce que les pistons redescendent bas, donc ça leur fait de l'énergie à compenser en plus. Donc les attaquants aussi doivent plus revenir dans un 3-5-2 que dans d'autres systèmes ou un 4-4-2 où ils pourraient être à la cool, si je puis dire, hein, si c'est possible d'être à la cool quand tu es dans des compétitions de très haute intensité. Les pistons, j'en parle même pas. Inzaghi a toujours dit, de toute façon, de base, il y aura toujours les deux pistons, Qui 90% du changent. temps, qui sortiront dans le match. Ouais. Donc, voilà, Moi, parce que tous les matchs. voilà, ça demande. Et puis bon, déjà, on a du Marco on connaît, hein, capacité de vie 60-70 minutes. Après, faut partir. Dumfries qui tient un peu plus quand même longtemps, mais bon, de toute façon, les deux sortent, ça c'est un prérequis d'Inzaghi, donc il faut des mecs compétitifs à ce niveau-là. Mais est-ce que le 3-5-2 aussi fait des, vu qu'il est ultra exigeant physiquement et aussi dans l'intensité, parce que voilà, les centraux dédoublent énormément aussi pour apporter le danger et autres. Est-ce que sur la durée, on a vu les effets contre Bologne, on a peut-être vu les effets dans la deuxième mi-temps face à Sassuolo, c'est pas aussi une limite de ce système et c'est pas aussi ce qui peut être un danger pour tout un championnat entre guillemets où voilà il y a elles sont rares mine de rien les équipes depuis la Juve de Conte aucune équipe n'a gagné un Scudetto en 3-5-2. Naples c'était un 4-3-3, Milan c'était un 4-2-3-1, la Juve d'Allegri c'était un 4-3-3, 4-2-3-1, ça changeait pas mal. Donc depuis la Juve de Conte mine de rien ou la première saison d'Allegri où c'est vrai il garde un peu la même base que Conte. C'est vrai que c'est un système dans la durée, Fede, qui est dur à implémenter sur toute une saison de Serie A par l'énergie qu'il demande aux titulaires. C'est un système énergivore, mais contrairement aux 2 premières saisons d'Inzaghi, il a de la rotation sur le banc. Et on voit cette année qu'Inzaghi, il insiste, il fait plus de rotation. Et l'année dernière, derrière Denzel, on avait personne qui pouvait jouer à son niveau quand il sortait. À gauche, c'était pareil, quand Di Marco il était pas là, Gossens, il y avait beaucoup de blessures, donc c'était pareil, c'était pas un gars sur qui il pouvait toujours compter. Au milieu de terrain, on a Fratesi qu'on n'avait pas l'année dernière. Aslani, cette année, il prend déjà un peu plus de temps de jeu, donc il est vraiment dans la rotation. Donc non, je pense que... Et surtout qu'à droite, là, même que Quadrado, on ne peut pas compter dessus, il y a quand même Darmian qui peut toujours... Quand Denzel, quand il fait souffler Denzel, c'est Darmian qui passe à droite. Donc je pense que non, c'est un système énergivore, mais comme les 2 premières saisons, il n'avait pas trop de solutions sur le banc, il a dû tirer sur les 11 titulaires.
que depuis le début de saison, je trouve qu'il tire moins sur le 11 titulaire, à part en attaque. Où malheureusement, avec la blessure de Arnautovic, on est un petit peu bloqué. Mais non, si tu fais les changements, des bons changements, pas trop tard, que tu fais bien tourner l'effectif, logiquement, tu peux t'en sortir toute une saison en 3-5-2. Mais il faut que tu pars pas sur un groupe de 11. Il faut que tu pars sur un groupe de 11 plus les 2 pistons qui remplacent, un ou deux milieux. Il faut franchement que tu aies un groupe de 15-16. Je dis pas 15-16 tous au même niveau, mais si tu en as 15 vraiment qui peuvent. Parce que pour moi, Fratesi est titulaire dans n'importe quel autre club d'Italie. Donc non, je pense que si lui fait du bon turnover comme il faut, je pense que ça passera le 3-5-2. Et nous, notre problème, les 2 premières saisons d'Inzaghi, c'est que sur le banc, il avait quand même, c'était pas, fallait faire rentrer Roberto, fallait faire rentrer Vidal, tu le sentais, Bellanova, quand tu le sentais, dès qu'il y avait un changement, l'équipe, elle baissait en qualité directe. Alors que là, tu sors Di Marco, tu rentres Carlos Augusto, tu fais l'inverse. Au milieu de terrain, tu mets Fratesi titulaire ou tu mets Mkhitaryan ou tu peux même partir avec Asllani. Je pense qu'Asllani, on le reverra titulaire d'ici pas longtemps. Ce qu'on n'avait pas l'année dernière. L'année dernière, on tirait. Et l'année dernière, c'est quasiment le même 11 qui fait toute la saison. Sachant qu'en plus, en défense, on a dû bricoler avec Darmian et Acerbi qui était venu pour pas être titulaire et au final qui s'est imposé titulaire. Donc si c'est bien géré, surtout au niveau des pistons du milieu de terrain, parce que la défense à 3, c'est pas les joueurs qui se fatiguent le plus en fait. C'est vraiment les 2 milieux hors Çalhanoğlu, les 2 pistons. Je pense que c'est vraiment les 4 postes là qui. Si tu arrives à bien faire tourner, à les faire souffler, que tout le monde ait du temps de jeu, je pense que ce ne sera pas un problème. Après, il faut éviter les blessures et tout ça, mais logiquement, c'est énergivore, mais si tu fais les bons changements au bon moment, logiquement, ça passe. Et là, on le voit, les 2 pistons, à chaque fois, ils te sortent 2 milieux sur les 3. Il te fait un changement, voire souvent un changement en attaque pour l'instant, vu qu'on n'a que Sanchez. Et donc, ouais, non, je suis pas. Et après, selon la physionomie du match, comme la dernière fois, il a fait rentrer Klaassen, je vais dire, une sorte d'attaquant milieu de terrain, quoi. Donc, non, les solutions, il les a maintenant. Je pense que dès qu'il récupère Cuadrado et Arnautovic, ce qui devrait pas trop tarder pour Arnautovic, Cuadrado, on ne sait toujours pas. Il y aura, niveau rotation, s'il fait bien ses rotations, qu'il arrive bien à gérer ses matchs, ça peut. Pour moi, il manque juste un 5e attaquant, je pense. Ok, Un attaquant. Faudra voir ce que ça donne sur la suite. Mais sinon, ouais, non, les pistons, l'année dernière, tu sortais Di Marco, Gosens, il rentrait, mais après, Gosens, c'était un super joueur, mais il revenait souvent de blessure, donc il Et était pas puis toujours. Gosens, je pense aussi pourquoi Carlos Augusto ça marche mieux au-delà du profil. Gosens, à chaque fois, il revenait avec une volonté de place de titulaire, et du coup, je pense qu'il forçait peut-être un peu son jeu pour reprendre une place de titulaire. Ouais, c'est ça. Alors que Carlos Augusto, on savait tous que c'était. Voilà, on savait tous que c'était Di Marco le titulaire et que très peu de chances qu'il le prenne devant. Carlos Augusto, lui, il sait qu'il doit faire ses matchs, il doit faire ses rentrées. C'est quelques matchs peut-être aussi en Ligue des Champions. Donc il déjoue pas, il fait ce qu'on lui demande de faire et il le fait de bonne manière pour le moment. Ça faisait beaucoup et pour puis le d'ailleurs, côté droit. pour Thuram, on n'en a pas parlé, mais ça rentre bien dans le débat du 3-5-2. Déjà, il y a un truc, c'est pas que Lukaku évidemment, il y a beaucoup d'attaquants qui le font et tout. Et ça, c'est un truc que j'ai beaucoup de mal quand même. C'est les attaquants qui, alors à part s'il y a but, mais dès que l'action ne va pas au but et qu'ils n'ont pas été servis, toujours ils lèvent les bras comme ça. Ah, tu m'as pas vu. Ah, oh. Alors qu'ils peuvent être à côté de 3 défenseurs. Bon, Lukaku, il me cassait la tête quand il faisait ça. Barella, des fois, il faisait un peu la même sur les appels en profondeur quand il partait. Mais bon, ça, c'est global un peu à beaucoup d'attaquants en Europe. Hein. J'ai vu d'autres attaquants le faire. Donc, ça et tout. Mais c'est vrai que Thuram, déjà, ça, je le vois pas le faire, ou en tout cas, peu, au moins. Et deuxièmement, aussi, Fédé, dans le débat du 3-5-2,
as un Thuram qui, on l'a dit, est très mobile, mais surtout, il le dit dans ses interviews, voilà, lui, il n'est pas là à la recherche du but, machin, et tout. Pour lui, un but et une passe D, c'est la même chose, tant que le ballon rentre au fond des filets. Lui, il est là pour le bien de l'équipe. Voilà, et surtout, j'ai l'impression, au-delà, alors, des fois, il respecte pas le jeu, mais entre guillemets, pas par égoïsme, c'est plus par, voilà, il a mal senti le jeu plutôt. Donc, c'est quelque chose, voilà, des fois, des fois, il la joue trop collectif, mais c'est pas il la joue trop collectif ou trop perso, c'est plus voilà, il faut qu'il s'améliore sur ça, sur la lecture du jeu, quoi faire, enfin, voilà, quoi faire, à quel moment le faire, comment le faire. Donc, ça, voilà, ça se travaille. Et puis, avec Inzaghi et le staff qu'il y a, j'ai pas de souci qu'il le développe au fur et à mesure. Et le point le plus important, Félix, que je voulais développer, c'est que Thuram, en étant extrêmement mobile, peut bouger à droite, peut bouger à gauche, peut bouger derrière, peut aller s'attaquer à profondeur. Et du coup, en fait, il se connecte un peu à tout le monde. Il se connecte à Di Marco, il se connecte à Dumfries, il se connecte à Lautaro, il se connecte aux deux milieux de terrain. Donc en fait, voilà, c'est un joueur un peu, c'est un peu un hub, si j'ai envie de reprendre une expression un peu voilà technologique si je puis dire, ou voilà c'est un port de connexion si je puis dire un peu à tout le monde. Et c'est des fois aussi c'est ce que il a pas cette voilà c'est pas Dybala non plus techniquement où il va dribbler 7 joueurs de suite, mais en fait à la fin toute la connexion qui permet Fédé, bah elle rend ce 3-5-2 plus vivant. C'est pour ça que on a peut-être parlé de Thuram dépendance aussi dans la première partie. Mais il est adaptable à tout le monde, en fait. Le but qu'il met contre Milan, le centre de Denzel, la passe de Et le Denzel, rythme. elle est beaucoup trop longue. Ouais. Et alors que Thuram, normalement, il joue juste devant lui dans le même couloir. Et là, il se retrouve carrément, je vais pas dire limite poteau de corner, mais il est dans le coin gauche de l'attaque. Donc, il est pas dans sa zone. Et c'est ça qui est bien avec Thuram, c'est que, alors que j'avais l'impression que Lukaku et Dzeko, ils restaient plus dans Un leur axial. rôle, ouais, dans leur rôle qui leur était. Après, Dzeko, il avait plus de vitesse. Et Lukaku, c'était plus le Lukaku qu'on avait connu sous l'époque Conte. Mhm. C'était des joueurs qui étaient. Et c'est peut-être pour ça que Lautaro, ça le met aussi plus en valeur, parce qu'à côté de lui, il a vraiment un joueur mobile. En tout cas, Ozilio, d'en avoir vu, parce qu'il paraît que c'est Ozilio qui en avait Ouais, vu ouais. un neuf. Je raconte rapide comme ça et comme ça on finira un peu le podcast sur ça. C'est Osilio qui en a parlé là dans le podcast un peu Serie A où il a dit voilà en 2021 quand Lukaku part, il veut Dzeko plus Thuram. Donc ça c'était le plan et on le savait tous hein, que c'était le plan. Thuram se pète, mais c'est pour ça qu'à la fin, il vient en 2023 et que les contacts sont maintenus. C'est parce que Thuram l'a dit, Ozilio en plus du coup l'a redit dans son interview. Il a dit c'est le premier et bah, entre guillemets le seul qui lui a, alors qu'il jouait encore Elia Mönchengladbach et qui jouait très très peu de numéro 9, pour dire presque pas du tout numéro 9, qui voyait en lui un potentiel de numéro 9 fixe. Tu joueras numéro 9 dans un 3-5-2 et tu resteras comme ça et tu performeras comme ça. Et ça, c'est un truc, Thuram, je crois, l'avait dit, ou je sais plus, c'est lui ou son père, qui avait dit, voilà, c'est Son quelque chose, père, ouais, c'est son père. voilà, c'est Son un truc père qui qu'il lui a avait dit. vraiment marqué où il a dit, ah oui, ils ont vraiment connu mon fils, ils connaissent vraiment mon fils parce que numéro 9, il y a pas, c'est pas n'importe quel directeur sportif ou n'importe quel club qui venait, qui le voulait en tant que numéro 9. Donc, voilà, plus aussi, ils ont maintenu contact avec lui après même après sa blessure pour savoir s'il allait bien, Mönchengladbach, soit. Donc, ils ont fait un travail de veille, marketing, si je puis dire. Bon, marketing, je vais dire ça dans le terme mercato, hein, pas dans le terme stratégie marketing entrepreneuriale. C'est pas dans ce terme-là que je veux le dire. Mais voilà, donc c'est vraiment un très bon travail de Zilio et de Marotta, parce que bon, certains, on n'a pas le droit de dire que Marotta ait fait du bon travail sur le dossier. Il y a Diallo de Lille. Ouais, Diallo qui Le- pourrait faire une future et Thuram, on lui est, aussi, on qui est bon. est, il solide, Après, lui, il revient des juste. croisés, hein, donc attention. Lui, c'est pas, il vient pas d'une petite blessure au genou ou machin. Là, il revient quand même des croisés. Faut Mais voir ce qu'il donne à Lille. Donc, le club, il continue quand même à rester en contact avec lui. c'est ça. Parce que Mais j'étais à Lille la semaine dernière au match et il y a un supporter de Lille, justement, qui me disait ça. Il avait vu mon bout d'écharpe Inter, tout ça, et du coup, il me disait oui, Diallo, de toute façon, il paraît que l'Inter, il continue à le suivre malgré sa blessure. Oh, bah, c'est comme un peu comme Thuram. Et ouais, du c'est coup, il ça. me disait, bah, il me dit, si c'est la même chose que Thuram, je dis, par contre, je lui disais, on va vous le prendre gratuit, hein. Je dis, Non, déjà, tant la fin de pis, il dit, de toute contrat et il façon, prolongera ouais. pas. Bah, puis même, et puis, il arrive donc, et du coup, le gars, il me disait, non, il me dit, il était vraiment talentueux avant sa blessure. Il me dit, après, il me dit, un jour qu'il part comme ça et qu'il explose dans un grand club, il dit, c'est tout. Il dit, nous, ça nous fera toujours une belle renommée.
Bon, tu prends pas d'argent, tu prends que la renommée, ça va, quoi. Mais ouais, non, s'il y a des coups, après, tous les coups marcheront pas comme ça non plus. Il faut pas s'attendre à ce que tous les coups, mais pour des recrutements libres, la paire Marotta-Ausilio, elle se débrouille pas mal quand même, parce que Mkhitaryan, il y en a beaucoup qui ont crié, ah là là, c'est un trentenaire, il est vieux, nanana. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont retourné sa veste avec lui. Eh ben écoute Fédé, on va s'arrêter là sur le podcast, comme j'avais dit, donc pas de quiz, on fera ça la semaine prochaine. Programme du coup des matchs. Ce samedi 18h, Atalanta-Inter, Salzbourg-Inter pour le match de Ligue des Champions mercredi, et Inter-Frosinone la semaine prochaine, avant 2 semaines de la superbe et incroyable trêve internationale où l'Italie joue son destin à l'Euro. Donc attention, il va falloir que les Italiens se qualifient à l'Euro. Merci Fédé du coup pour le podcast, comité réduit comme on a dit, mais écoute, c'était sympathique, hein, une petite discussion à deux. Voilà, c'était sympathique. Bon, il n'y a pas Gualtiero qui a pas pris son 10-2, mais c'est tout autant sympathique. Il pourra revenir pour prendre sa revanche potentiellement. Je mettrai des questions en avantage pour Gualtiero. On parlera d'actualité. Je vais demander qui a été le buteur de Inter Bologne, comme ça il pourra répondre. On gagnera comme ça. Pour les auditeurs, n'oubliez pas du coup de vous abonner sur la chaîne YouTube, la chaîne Spotify, les 5 étoiles sur Spotify, les commentaires et les likes sur YouTube. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, comme chaque semaine, pour un prochain podcast. Ciao à tous. Ciao. Merci à tous d'avoir suivi le podcast. N'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner, et on se retrouve très prochainement pour un prochain podcast. Ciao tutti!